L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est un ancien directeur financier de grandes banques françaises. Il a aussi dirigé la Banque mondiale. Depuis 2016, il a créé un fonds d'investissement, ça s'appelle Blue Like and Orange, qui finance des projets à impact positif. Bonjour Bertrand Badré. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio ce matin pour revenir sur le forum économique de Davos qui a commencé hier soir. Pendant plusieurs jours, les plus grandes personnalités économiques et politiques sont réunies dans une petite station de ski suisse. Vous êtes un habitué de ce forum économique de Davos. On y fait quoi à Davos ? Alors Davos, ça fait un peu plus de 50 ans que ça existe. Ça s'appelait, au début c'était une vocation européenne, c'est devenu une vocation mondiale. C'est un endroit où les gens se rencontrent. Et il n'y a plus tant d'endroits que ça où les gens se rencontrent, j'allais dire où ils se parlent et où ils s'écoutent. Alors j'espère qu'ils se parlent et qu'ils s'écoutent cette année parce que c'est plus urgent que d'habitude. Mais fondamentalement, c'est un lieu de rencontre et c'est un lieu normalement neutre, pas complètement un accident que ça soit en Suisse, et on évoque les grandes questions du monde. Et c'est vrai que c'est un lieu qui fait l'objet de pas mal de fantasmes, de pas mal de critiques. Je pense qu'il ne mérite, comme on dit en France, ni cet excès d'honneur, ni tant d'indignité. Il faut y voir un des endroits où peut-être on va trouver le fond de sauce dont l'humanité a besoin pour les prochaines années. Je dis peut-être parce qu'il faut rester assez modeste par les temps qui courent. Le mot d'ordre, c'est reconstruire la confiance. Oui. Il y a du travail. Est-ce que c'est avec ce genre de forum un peu obscur qu'on reconstruit, qu'on rebâtit la confiance ? Alors pas seulement, ça c'est clair que c'est pas un forum qui va rebâtir la confiance à lui tout seul, mais le fait est que si un certain nombre de personnalités décident de choisir ce thème, d'en parler, ça peut pas nuire. Mais je crois que c'est pas là que ça se passe non plus uniquement. C'est-à-dire que l'idée que quelques leaders se réunissent dans un coin et changent la trajectoire de la planète, c'est une idée qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Les forces dont on parle sont beaucoup plus diverses, beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à appréhender. Mais en même temps, et le fait qu'on en parle ce matin, c'est en soi intéressant, ça crée une espèce de focalisation à un moment donné où toute une série de personnes vont se poser la même question au même moment. Donc espérons qu'ils vont apporter des réponses. En même temps, il faut rester assez lucide. J'avais écrit mon dernier livre qui s'appelait « Voulons-nous, entre parenthèses, sérieusement changer le monde ?» Je l'avais écrit après le dernier Davos, avant le Covid. Et c'était un peu, c'était une ironie affectueuse, mais une ironie quand même. Ça change rien. Où j'avais les sentiments que dans ce genre de grand rassemblement, on prenait toute une série d'engagements. Et je disais en plaisantant avec un ami au retour, c'est formidable. Si on fait la liste de tous les engagements qui ont été pris, la planète est sauvée. Et on sait bien que c'est pas le cas. Et donc j'appelais au sérieux en disant voilà, il faut non seulement prendre des engagements, mais plus que de les prendre devant un micro, les prendre dans la durée, rendre des comptes, etc. Et c'est un peu ça dont on souffre aujourd'hui, un peu partout sur la planète. C'est que les gens ont le sentiment qu'on annonce des choses, et puis après on dit mais attendez, vous avez dit ça. Où est l'argent? Où est la décision? Qui rencontre? Qui fait quoi? Et c'est bien ça le problème de la confiance. La confiance, ça se mérite chaque jour et ça se perd très vite. Et je pense qu'on l'a beaucoup perdu au sein des pays et entre pays depuis toutes ces années. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour le rétablir alors, puisque vous dites que des engagements pris devant un micro ne changent rien pour restaurer cette confiance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces engagements soient suivis de faits, d'actions concrètes? Moi, je pense aux accords de Paris qui ont été des vaines promesses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rétablir durablement cette confiance? Là, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Hein. Je veux dire, encore une fois, chacun sait, depuis un individu, une entreprise ou un pays, que la confiance se bâtit en années et se perd en secondes. Et c'est bien ce à quoi on est confronté aujourd'hui. C'est qu'on est un monde où la défiance est le maître mot, malheureusement, à tous les niveaux. Rebâtir la confiance, ça va prendre énormément de temps. Et pour moi, il y a deux sujets très importants sur lesquels il faut qu'on travaille dans le dur. Pour parler franglais, c'est l'operating system ou le logiciel de notre système économique. Il faut traduire. Le logiciel de notre système économique et le logiciel de la gouvernance internationale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise entre les pays et comment on organise notre pays?
comment on organise, non pas notre pays, mais notre économie. Au fond, pour être extrêmement simpliste, on a un système économique qui s'est calé il y a une cinquantaine d'années autour de la formule de l'économiste bien connu Milton Friedman, qui avait dit le 13 septembre 1970 dans un article du New York Times, l'objet social de l'entreprise est d'accroître son profit. C'est-à-dire que le profit est la fin en soi de l'activité économique. Et on voit bien aujourd'hui que c'est plus suffisant. Qu'en fait, le profit n'est pas une fin en soi. Le profit est un moyen en vue d'une fin. Et cette fin, je reprends ces mots d'un économiste britannique que j'aime beaucoup, Colin Mayer, cette fin, c'est de trouver des solutions aux problèmes de la planète et de ses habitants. Et des solutions profitables. Mais ce n'est pas le profit, la fin en soi. La fin en soi, c'est qu'on vive mieux sur une planète habitable. Et puis le logiciel de notre planète, et on voit bien que ça se fragmente presque à l'infini en ce moment, le nord contre le sud, l'est contre l'ouest, l'est contre le sud, etc. Et de fait, la gouvernance de notre planète, elle date de l'après-Seconde Guerre mondiale. En fait, on a créé le système des Nations Unies, on a créé le système dit de Bretton Woods, le Fonds monétaire et la Banque mondiale en 1944-1945. À un moment, il n'y avait que 50 États sur la planète. On est 200 aujourd'hui. Donc il y a 150 États qui, avec une certaine raison, disent « Attendez les gars, vous avez défini les règles sans nous ». Et puis à l'époque, on ne parlait pas de climat, on ne parlait pas de pauvreté, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne parlait pas de tous ces sujets. Donc il est évident qu'il faut qu'on adapte notre gouvernance. Le problème, c'est est-ce qu'on sait adapter cette gouvernance à froid ? Il faut un conflit pour adopter cette gouvernance ? Non, évidemment, non. Je déteste l'idée il nous faudrait une bonne guerre. Ça, c'est vraiment des choses atroces. Mais la réalité, c'est que c'est très difficile d'adapter un système à froid quand les gens n'ont pas confiance les uns dans les autres. Regarde, est-ce que vous imaginez une seconde qu'on va mettre autour de la table les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Union européenne, l'Inde, etc., en disant, bon, vous avez une demi-heure, vous rendez votre copie en disant à quoi ressemble la gouvernance mondiale idéale en 2024. Et donc Davos ne change pas grand-chose, puisque la philosophie de Davos, c'est le libéralisme. Je ne sais pas si c'est le libéralisme. Après, on peut rentrer. Il y a des libéraux, mais il y a aussi des palanqués de Chinois, de gens d'un certain nombre de pays jugés plus autocratiques, etc. Je pense que la philosophie de Davos, il y a la philosophie des fondateurs, mais c'est de se rencontrer et de parler. Voilà, je ne suis pas l'avocat de Davos, ni un attaquant. Encore une fois, c'est un endroit où il se passe des choses. Vous avez commencé à parler d'un sujet qui est largement débattu à Davos, c'est l'écologie. Oui. Est-ce que les COP, on le voit, sont très insuffisants pour régler les problèmes écologiques ? Est-ce que des forums comme Davos peuvent permettre de faire avancer les choses par le biais des discussions dont vous parliez ? Non, mais je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde. Voilà, il en faudrait un. Je ne dis pas qu'il en faudrait un, mais on a longtemps eu un maître du monde. Et à un moment, il s'appelait Louis XIV, à un moment, il s'appelait Napoléon. Alors, les Français aimaient bien quand c'était des Français. Du temps de Milton Friedman, c'était les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va dire « Bon, écoutez, garde à vous, le climat, c'est comme ça, la nature, c'est comme ça, l'intelligence artificielle, c'est comme ça. » Et donc, il faut qu'on trouve des nouveaux modes de gestion de ces questions-là. Et c'est difficile parce qu'il y a plusieurs parties prenantes. Il y a les États, il y a les entreprises, il y a les ONG, la société civile, il y a nous trois autour de ce micro ce matin, etc. C'est très compliqué. Encore une fois, on aimerait parfois qu'il y ait un maître du monde qui dise « Bon, écoutez, c'est comme ça ». Est-ce que c'est pas aussi notre vision de Français qui avons une vision très verticale et on attend que ça on aimerait bien que la gouvernance mondiale soit un jardin à la française, que tout ça soit bien organisé. C'est pas le cas. Et donc, il faut qu'on navigue avec ça, qu'on trouve des nouvelles manières de travailler. Les COP sont une nouvelle manière de travailler. Les COP, c'est pas le traité de Versailles. Le traité de Versailles, il y avait des États souverains qui négociaient la paix après la guerre. La COP, vous avez effectivement une déclaration des États, mais vous avez des entrepreneurs, des start-up, des multinationales, des ONG, des tas de gens qui mais ça marche pas plus ? Oui, mais il n'y a pas d'alternative. Encore une fois, en l'absence de maître du monde, il faut qu'on trouve des nouvelles formes de se mettre d'accord au XXIe siècle. C'est très compliqué, c'est très frustrant parce que c'est difficile à décrire. On aimerait pouvoir dire qu'avant et après chaque COP, il y a un avant et un après. La réalité, c'est comme ces forums à Davos ou l'Assemblée générale des Nations Unies ou tous ces événements qui, d'une certaine manière, ou les sommets du G20, qui sont les petits cailloux sur la discussion internationale chaque année. À chaque fois, les médias disent qu'est-ce qui va se passer, c'est décevant. Oui, on peut le voir comme ça. Et en même temps, s'il n'y avait pas ça, il ne se passerait rien. Donc il faut être modeste. En l'absence de baguette magique, en l'absence de maître du monde, il faut que l'humanité s'y mette et qu'on avance. Alors évidemment, ça ne va jamais assez vite. Je suis le premier à dire qu'on n'est pas toujours sérieux, qu'il y a beaucoup d'effets de manche.
Mais il n'y a pas de plan B. Enfin, je veux dire, voilà, l'alternative, c'est quoi? Et la finance tient une grande responsabilité dans la solution qui est à venir. Vous avez créé un fonds d'investissement qui se veut, entre guillemets, à impact. Pas de guillemets. À impact. Est-ce que la finance, justement, peut encore avoir un impact? Pour paraphraser certains, je dirais, est-ce que la finance peut encore sauver le monde? Oui, j'aime bien quand vous me paraphrasez, c'est agréable. Non, la finance, pour moi, c'est un outil. Et on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que, comme souvent, c'est arrivé, l'humanité déifie des outils. Je vous renvoie à la Bible et à quelques autres grands livres. La finance est un outil. Et la sagesse populaire rappelle fort justement que quand il y a un outil, c'est à la main de contrôler l'outil et pas à l'outil de contrôler la main. Donc si vous laissez la finance travailler toute seule, vous revenez à Friedman. On maximise le profit. Et c'est très simple, c'est du tableur Excel. C'est-à-dire que vous allez à l'infini, vous faites de plus en plus à l'infini. Si la main reprend le contrôle, la finance, c'est un outil merveilleux. La finance, c'est ce qui permet de se projeter loin d'ici et dans très longtemps. Ça veut dire qu'avec l'outil financier, là, en 2024, janvier 2024, dans vos studios, je peux investir pour dans 10 ans en Afrique. Donc, loin d'ici pour dans 10 ans. C'est formidable. C'est l'outil qui nous permet de faire ça. Et pourquoi donc, ça ne marche pas? Ça semble dysfonctionner. Oui, on sort, enfin, ça fait 15 ans, on a une grave crise financière. On voit bien que la finance verte, c'est encore un sujet compliqué. La finance dite durable, c'est encore un sujet compliqué. N'empêche qu'il se passe des choses. Blue Like an Orange existe et on n'est pas tout seul, heureusement. Malheureusement, ces choses-là prennent du temps. Et malheureusement, tant qu'on ne touche pas, je reviens à mon idée de logiciel, tant qu'on ne touche pas au cœur du système qui est que le profit, la maximisation du profit, et ce qui motive le système économique, c'est ce qui irrigue les normes comptables, c'est ce qui irrigue la gouvernance des entreprises, c'est ce qui irrigue les modes de rémunération, etc. Même s'il y a des changements, tant qu'on ne touche pas à ça, on ne touche pas à l'essentiel. Et donc il y a un vrai travail à mener au niveau international pour toucher toutes ces règles, les transformer. C'est ça qui, et si on ne rentre pas dans le dur, on pourra raconter toute une série de choses toute l'année, mais à la fin de l'année, les normes vous ramèneront à la maximisation du profit. Et donc c'est là qu'il y a un travail de fond, qui est un travail technique, pas hyper drôle, mais qui est un travail qui va petit à petit changer les règles et faire tourner le supertanker de l'économie. En tout cas, c'est dans cette optique que je travaille. Est-ce que vous avez quand même un message d'espérance? Est-ce qu'il y a des signaux d'espérance que vous voyez, Bertrand Badré, au quotidien? Parce que c'est vrai qu'on a parlé des sujets, des enjeux, des tensions géopolitiques, des crises écologiques. Est-ce que, de votre vision, de votre point de vue, il y a des motifs d'espoir? Évidemment, je ne serais pas entrepreneur sinon. Je vais être peut-être paradoxal, mais pour moi, la crise du Covid était un signe d'espérance, si je puis dire. J'habitais aux États-Unis à l'époque. En mars 2020, aucun de nous trois n'était complètement sûr qu'en janvier 2024, on sera autour de ce micro sans masque à parler du Covid comme d'un souvenir. Rappelez-vous, le pape tout seul, sous la pluie, place Saint-Pierre au printemps. Pourtant, dos au mur, parce que Covid, on était dos au mur, on a réussi à trouver les moyens financiers, on a réussi à trouver un vaccin, on a réussi à le distribuer. Il y a eu des hauts et des bas, ça a été compliqué, ça n'a pas été fait de manière égalitaire, etc. N'empêche qu'on y est arrivé. Et donc, dos au mur, l'humanité sait se retrouver. C'est ça le signe d'espoir. Je n'ai pas une particulière sympathie pour Donald Trump, mais la réalité, c'est que c'est le seul chef d'État qui, dès mars 2020, a dit « Mais attendez, on va trouver un vaccin d'ici la fin de l'année ». Et on a trouvé un vaccin d'ici la fin de l'année. Les chefs d'État européens, dont le président français, parlaient de 2 ou 3 ans. Rappelez-vous. Enfin, donc, mon sentiment, c'est que dos au mur, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des ruses de l'histoire et une capacité humaine à se réinventer qui est inimaginable. Le problème sur les sujets type climat, intelligence artificielle, etc., c'est qu'on n'est pas complètement sûr d'être dos au mur. Merci beaucoup, Bertrand Badré, d'être venu ce matin nous parler de finance et de ce forum économique mondial qui a lieu en ce moment à Davos depuis hier soir. Bertrand Badré, je rappelle que vous êtes un ancien directeur financier de grands groupes bancaires français. Vous avez aussi dirigé la Banque mondiale et vous avez créé un fonds d'investissement à impact positif, sans guillemets cette fois. Sans guillemets, merci.